Voilà, bienvenue, bonsoir sur cette conférence sur les champignons hallucinogènes. Du coup, c'est la quatrième qu'on fait sur différents thèmes. Et on avait déjà fait une un petit peu dans cette optique-là avec la MDMA. On avait vu un petit peu différents aspects en fait du produit, et là on va faire pareil. Donc on va passer en revue tout l'aspect, enfin pas tout, mais un peu de l'aspect historique. On va aussi voir une partie de l'utilisation traditionnelle des champignons comme antéogènes. On va aussi voir du coup une partie de l'aspect botanique, une petite partie de l'aspect chimique aussi. Je vais passer sur la neuropharmacologie aussi, c'est un peu mon domaine. Et puis on va aussi voir les différents effets en fait que peuvent provoquer les champignons hallucinogènes, potentiellement discuter un petit peu de leur utilisation thérapeutique même si c'est encore flou. Et voilà, donc sans plus tarder on va commencer. Si jamais vous avez des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas, je suis pas sur une connexion incroyable donc voilà, dites-le moi. Du coup, au niveau de l'histoire, si on remonte le plus loin possible par rapport, il y a deux possibilités en fait. Soit on remonte le plus loin possible d'un aspect supposé de la consommation de champignons hallucinogènes, soit on part d'aspect avéré en fait de la consommation. C'est-à-dire que la plus vieille trace qu'on a, c'était il y a 6000 ans en fait, dans des images qu'on a vues en Espagne. Et comme vous pouvez voir en fait sur les petites gravures en fait qu'il y a dans cette caverne, il y a plein de petits champignons. Et du coup, on voit des animaux aussi autour, etc., qui sont pas tous sur la photo. On suppose que c'est une consommation de champignons hallucinogènes, mais on n'est pas sûr. Ils ont à peu près la forme, et il y a des experts qui se débattent là-dessus, mais voilà. Donc on pense que c'était à peu près il y a 6000 ans. Et après, pour la source beaucoup plus sûre, en fait, c'est 1502. Donc ça, c'est une grosse différence quand même. Au Mexique, il y a tout un rituel en fait qui a été décrit pour le couronnement en fait d'un roi aztèque. Et puis du coup ils appelaient ça Teoneonacatl, je vais arriver à le prononcer, qui est du coup effectivement qui veut dire qu'en fait c'est une drogue des dieux en fait, qui est considérée en tant que telle par le peuple aztèque. Du coup après suite à ça il y a le colonialisme, et suite au colonialisme du coup les croyants aztèques étaient vus comme hérétiques, et toute culture aztèque était considérée comme mauvaise, et ils pensaient en fait que ils avaient déjà un peu conscience en fait de l'effet hallucinogène et chamanique des champignons, parce qu'en fait ils considéraient que les champignons étaient des moyens de communication avec des démons. Donc il y avait quand même ils étaient déjà au courant que ça avait un effet de potentielle modification de la vision et des perceptions en fait. Voilà, par cet aspect communication démoniaque. Et puis là, la photo que j'ai mise en fait, c'est aussi alors ça date pas de 1502. On les a retrouvés plus tard, et je crois pas qu'ils sont datés, mais c'est plein de petits champignons en fait, et qui sont partis de rites aztèques. Et les plus petits en fait dedans, ils sont utilisés comme moyen pour broyer en fait les champignons. On a retrouvé des traces de champignons séchés, broyés en fait, dans ces gros champignons. Du coup, ils sont assez cool. Voilà, c'est une découverte sympa. Et puis là, on va plus s'attarder sur l'aspect européen de la chose, comment ici en fait c'est arrivé et comment ça a été découvert. Alors, il faut savoir qu'il y a des champignons, on va le voir après, mais il y a des champignons hallucinogènes à peu près partout dans le monde. Il n'y a pas vraiment de région qui est épargnée. Et là, en fait, la première description qu'on a en Europe, c'est un médecin londonien en 1799, 99 pour nos amis français, et qui décrit en fait dans une famille une intoxication accidentelle du coup avec des psilocybes prolongés semi-lancéata, mais c'est pas très décrit. Et lors d'un pique-nique, et du coup il se fait appeler, et c'est un texte assez drôle à lire en fait, parce que justement il décrit les symptômes, et tous les membres de la famille arrêtent pas de rire de façon stupide pour absolument rien, et du coup il comprend pas trop quelle maladie c'est quoi. Et après il se rend compte en fait que ils ont été intoxiqués par des champignons. Du coup ça c'est un peu la première description on va dire de l'usage du champignon qu'on a en Europe plus récente et plus sourcée. Voilà. En 1955, du coup, il y a la première revue qui parle de champignons hallucinogènes. C'est deux experts en sciences sociales, je ne sais pas exactement la discipline précise, mais qui sont partis au Mexique. Donc il y avait un homme et une femme qui sont partis au Mexique pour en fait faire partie en fait d'un groupe en fait pour consommer des champignons hallucinogènes dans un cadre traditionnel du coup au Mexique. Donc ils sont accompagnés par un chaman, etc. Et ce qui est particulier, c'est que ils arrivent enfin
pour la première fois, en vrai, on a quelque chose qui est décrit par des gens qui ont consommé le produit et pas décrit de l'extérieur par quelqu'un d'autre qui va venir faire une sorte de description des effets supposés de la substance. Là, il y a une vraie publication avec un vrai texte et du coup, c'est un peu un des premiers trip reports aux champignons hallucinogènes dans cette publication. Ça suscite beaucoup d'intérêt en soi, mais enfin comme vous pouvez le voir, 1955 c'est quand même super tard hein, par rapport au LSD et autres qui ont été découverts enfin à très très peu de temps d'intervalle, alors que bah, c'est une drogue complètement naturelle quoi. Donc ça a pris du temps à venir se démocratiser sur le continent. Ensuite, suite à ça, par contre, ça allait très vite. Donc à peine 3 ans après la publication dans la revue, il y a Hoffman qui s'est intéressé du coup à la substance. Hoffman, le même qui a fait le LSD du coup. Et lui, il arrive à isoler en fait la psilocybine du champignon. Donc il arrive à isoler le principe actif. Et puis il y a Timothy Leary du coup, qui lui en fait a lu l'étude et qui a envie de faire pareil. Du coup, il va aussi faire une expérience aux champignons hallucinogènes au Mexique. Et puis suite à ça, en fait, il va se rendre compte qu'il y a potentiellement, enfin, qu'il y a un assez gros potentiel psychologique par rapport à ces substances. Et donc, suite à ça, il va en fait faire des études sociales qui sont assez critiquables d'ailleurs, mais c'est les premières études sociales qu'on a en fait de la psilocybine sur des groupes en fait. Et puis en fait il commence tout d'abord par donner en fait de la psilocybine sous forme de champignons à des prisonniers, et jusqu'à là éthiquement c'était relativement ok. Mais voilà, et il voulait en fait comparer le taux de récidive entre des prisonniers qui n'avaient pas pris de psilocybine et des prisonniers à qui on avait donné de la psilocybine au niveau de la criminalité, qu'est-ce que ça ferait en termes de récidive. Il s'est rendu compte qu'il y avait une diminution de 40% des taux de récidive chez les prisonniers à qui on avait donné en fait de la psilocybine. Mais après, suite à ça, beaucoup plus tard, l'étude a été pas mal critiquée par rapport à beaucoup de biais, etc. Donc voilà. Mais à l'époque, ça a fait quand même assez grand bruit. Et surtout, c'est une substance assez nouvelle et il y avait une sorte d'engouement par rapport à la psilocybine qu'on retrouve un peu aujourd'hui. Mais derrière, vu que la méthodologie était pas bonne, ça a un peu plombé en fait le truc. Et en plus, suite à ça, il a fait une deuxième étude sur des étudiants cette fois. Et en fait c'est pas du tout passé parce que d'un point de vue éthique c'était du n'importe quoi, il avait pas demandé des autorisations nécessaires à des commissions d'éthique, et finalement il s'est fait carrément renvoyer de Harvard où il enseignait. Et à la fin, du coup, il a commencé à faire plutôt de la propagande pour le mouvement hippie et à démocratiser la consommation de champignons hallucinogènes et d'autres hallucinogènes aussi au sein du mouvement hippie dans les années 60. Du coup voilà. Et puis en 1971, donc 71, on a la date critique bien trop connue malheureusement, où on a la première interdiction du coup qui tombe aux USA, et puis suite à ça, ça se répand dans le monde à différentes périodes, mais relativement proches pour la plupart des pays. Et du coup voilà, ouais, c'est la grosse convention de Nixon qui a fait que il y avait énormément de drogues jusqu'à là qui étaient tout à fait tolérées, qui sont devenues illégales. Donc c'est une date aussi importante pour les champignons hallucinogènes. À savoir que maintenant il y a de nouveau de la redémocratisation de l'utilisation et de la légalité tolérée dans certains États aux États-Unis et en Jamaïque aussi. Du coup voilà. Et en Uruguay. Mais Uruguay c'est pas spécifique aux champignons hallucinogènes, tout est toléré là-bas. Voilà, si vous avez des questions par rapport à l'historique, je suis pas un expert mais j'ai essayé de condenser un petit peu sans que ce soit trop lourd. N'hésitez pas, soit par écrit, soit par micro. Sans souci. Sinon on passe à la suite. Par rapport à la biologie du coup, ça j'ai appris plein de trucs intéressants. Je connaissais pas super bien la biologie des champignons, mais il y a vraiment des trucs assez incroyables. Du coup j'ai pris un petit peu le top des trucs intéressants que j'ai trouvé. Je voulais les condenser là. Mais bon, on repart un petit peu sur l'aspect historique, mais d'un point de vue évolutif plutôt, en fait l'apparition de la psilocybine, donc le principe, pas vraiment le principe actif, on le verra après, mais le principe important qui est actif par la suite. Elle vient en fait de super loin, et en fait elle vient même des champignons qui produisent la muscarine, qu'on connaît bien sous le nom d'amanite tumouche ou d'amanite panther. C'est différents types de champignons qui ont évolué en amanite, mais en fait les champignons qui produisent de la psilocybine actuellement, donc pour la plupart des psilocybes, mais il y a aussi d'autres espèces, viennent en fait d'un même nœud commun, on va dire, d'un point de vue évolutif, et il y en a certains qui ont continué à produire de la muscarine, et il y en a d'autres en fait qui ont fabriqué du coup de la psilocybine. Donc c'est assez intéressant. Et puis du coup c'est une grosse famille assez ancienne du coup qui s'appelle les Inocybes. J'ai quelque chose qui ressemble à psilocybe, et il y a 10 à 20 millions d'années, donc c'est quand même assez vieux. Il y a eu beaucoup d'espèces qui ont pu se développer ensuite à partir de ça.
Donc voilà. Un exemple de la famille des inocibles qui existe encore aujourd'hui, c'est Inosperma bongardi. Du coup, c'est un champignon voilà, qui a un goût de sperme, voilà, d'où son nom. Et il est extrêmement toxique aussi, du coup, à cause de sa muscarine, mais il contient aussi du coup d'autres types d'alcaloïdes qui sont dangereux. Voilà. Et puis là, c'est une petite partie assez intéressante, mais un petit peu complexe. Je vais essayer. J'ai simplifié les choses et j'ai rendu les schémas un peu plus digestes de l'étude que j'ai lue. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, vous avez la molécule de psilocybine, donc c'est le principe actif. Et en fait, du coup, il y a des gens, c'est assez récent, je crois qu'il me semble que l'étude date de 2018 ou 2019. Ils ont réussi à trouver en fait ce qui fait la couleur bleue dans les champignons. Alors jusqu'à là, il y avait plein de théories différentes. On se disait peut-être c'est l'oxydation, peut-être que c'est du cuivre dedans. Je sais pas si vous avez déjà entendu une de ces théories, etc. Mais c'est un peu des mythes et légendes urbaines. Et maintenant, on a enfin réussi à comprendre chimiquement ce qui se passe. Du coup, je sais pas si on voit le pointeur de ma souris. Oui, on le voit, magnifique. Du coup, en fait, ouais, la molécule de psilocybine est là. Et ensuite, surtout quand elle est exposée à l'air, il y a ces deux enzymes qui s'activent, qui sont PSI-P, qui est la psilocine phosphatase, et la PSI-L. Elle sert en gros à lier les deux molécules ensemble. Et puis ces deux, en fait, cette psilocybine là, du coup, elle est transformée en ce truc qui est en fait deux molécules de psilocybine collées et un petit peu modifiées. Voilà. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce mélange là, enfin ce mix des deux choses, il ressemble extrêmement fortement à la molécule ici que j'ai mise à droite, qui est de l'indigotine. Et l'indigotine, c'est une molécule qu'on utilise depuis des centaines d'années pour faire de la peinture bleue en fait. C'est ce qui est utilisé encore sur énormément de jeans aujourd'hui et d'autres vêtements quoi. C'est pas mal utilisé pour les textiles. Et donc en fait on a vraiment une similitude très forte, simplement l'endroit de liaison est différent, mais sinon en fait il y a quasiment la même composition chimique. Et du coup ce qui explique la couleur bleue, c'est simplement des molécules de psilocybine qui se dégradent et qui finissent du coup à former des molécules liées comme ça, des dimères, qui ont cette couleur bleue. Donc c'est un bon signe parce que d'un côté ça veut dire qu'il y a de la psilocybine dedans, sinon la réaction ne peut pas arriver. Mais après c'est un mauvais signe si c'est trop bleu parce que ça veut dire que la psilocybine est dégradée et cette forme-là elle est vraiment solidement liée au point que c'est difficile à dégrader par un estomac, donc elle est inactive. Donc ça veut dire que le champignon bleu, bah oui, il a été actif et il y a de la composition active dedans, mais tout ce qui est bleu est inefficace. Donc voilà. Donc s'il y a des petites traces bleues, c'est bon signe, mais s'il y a trop des traces bleues violentes, des fois ça tourne même au noir tellement c'est concentré parce que c'est un pigment très fort. Ça veut dire que la psilocybine est dégradée en fait et qu'elle est plus active. Et du coup voilà, histoire de faire un petit peu le point sur comment ça marche d'un point de vue chimique. Cette couleur bleue, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et du coup, le rôle biologique et évolutif de la psilocybine de base, c'était prévu et c'est toujours utilisé pour ça d'ailleurs, pour tuer en fait ou éloigner, ça dépend des espèces, les agresseurs invertébrés, du coup typiquement les insectes, mais aussi en fait, enfin il y a deux types d'insectes dont le champignon essaie de se protéger. Il y a les insectes qu'on dit mycophages, donc qui mangent le champignon, ça c'est assez évident qu'il faut les combattre, mais il y a aussi les insectes xénophages qui mangent le bois. Et ça aussi en fait, parce que le bois c'est une source de nourriture importante pour le champignon, et du coup en ayant de la psilocybine et en relâchant dans son environnement de la psilocybine, le champignon est capable en fait d'éloigner les insectes de sa source de nourriture. Du coup c'est vraiment quelque chose de vachement utile euh, pour le champignon. Et puis les gènes, ça c'est aussi un truc intéressant que je connaissais pas du tout, que j'ai lu du coup dans une autre étude. Les gènes de synthèse de psilocybine sont capables de se répandre horizontalement entre les espèces. Et en fait, ce qui est assez fou, ça a été découvert dans une étude assez récente, mais assez cool, où en fait ils prennent une souche de bois, ils font pousser des psilocybes d'un côté, et puis ensuite ils introduisent un autre champignon qui a rien à voir avec les psilocybes, c'est juste un autre champignon. Et suite à ça, en fait, avec les bonnes conditions extérieures, c'est-à-dire typiquement de l'agression d'insectes ou des conditions stressantes pour les champignons, ils se rendent compte qu'il y a l'espèce de champignon qui n'est pas à psilocybine, qui est capable de produire de la psilocybine, alors que de base elle n'en produit pas du tout. Et en observant ça un petit peu de plus près, ils se sont rendus compte que les champignons étaient capables de transférer des énormes morceaux de gènes contenant toutes les protéines nécessaires pour fabriquer de la psilocybine à d'autres champignons qui sont voisins, qui en fait ont rien à voir et qui ne savent pas de base fabriquer de la psilocybine. Donc on a vraiment ce transfert de gènes horizontal qui est super impressionnant. Il n'y a même pas besoin de reproduction, il y a besoin de rien, ça peut vraiment se faire du tac au tac. Voilà, ça se fait pas extrêmement couramment dans toutes les conditions, mais c'est clairement possible.
Et donc en fait ce pack de gènes il peut être transféré à des champignons qui n'en produisent pas. Et on suppose que c'est une des façons par lesquelles ce gène s'est répandu pour certaines souches de champignons, parce qu'il peut être intéressant pour les champignons effectivement qui sont xénophages, donc qui se nourrissent de bois. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons de pourquoi on a D'ailleurs, il y a beaucoup de variétés de champignons qui ont ce gène maintenant. C'est plus du tout limité aux espèces de psilocybes, mais c'est aussi ça s'est répandu dans d'autres types de champignons. Et voilà, du coup, c'est un aspect intéressant biologique qu'il peut y avoir par rapport à ces champignons. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez les sources aussi, n'hésitez pas à me demander, je pense que je devrais pouvoir vous les retrouver. Je les ai pas mis là parce que c'est un peu dense et c'est pas mal de boulot, mais si jamais oui, n'hésitez pas à demander. Je vous les retrouve pour plus tard. Voilà. Du coup on va passer un petit peu aux différentes variétés parce que ça aussi c'est un gros sujet à débat régulièrement d'ailleurs entre les variétés de champignons et puis aussi les... Enfin, on a différents types de variétés et puis on a même différentes espèces et du coup c'est souvent un petit peu flou. Donc le truc de base qu'il faut comprendre avec les champignons hallucinogènes, c'est qu'il n'y a pas que les psilocybes et que dans les psilocybes il y a du coup ce qu'on appelle des variétés ou des cultivars. Je crois que c'est plutôt utilisé pour les plantes, du coup on dit plutôt variété. Mais voilà. Donc champignons hallucinogènes c'est vraiment le terme général. Après dedans on a l'espèce qui est par exemple psilocybe ou qui peut être Copelandia ou d'autres types d'espèces. Et dans ces espèces, on a des variétés. Et en fait, c'est tellement un sujet de confusion par rapport aux psilocybes que même les experts en mycologie galèrent entre eux des fois. Et en fouillant un petit peu et essayer de comprendre ça un peu mieux, effectivement, il y a beaucoup de débats même à l'intérieur des scientifiques pour définir en fait que non, cette variété-là, elle n'existe pas. En fait, ça fait partie de cette autre variété, et puis etc. Donc même pour les professionnels du domaine, c'est pas toujours super clair. On va juste essayer de voir en tout cas l'aspect plus global de ces différentes espèces et de ces différentes variétés. Voilà. En faisant le plus gros du gros. Mais il y en a des dizaines, voire peut-être plus qu'une centaine. Voilà. Donc oui, justement, il y en a 144. Après, voilà, je sais pas si les chiffres sont à jour, mais en tout cas 144. Et le plus répandu, du coup, c'est le Semillon Seata. C'est celui qu'on trouve généralement dans les champs. Et on va y revenir. Et là, vous pouvez avoir une carte de distribution des Semillon Seata, donc où on en a trouvé. Et il faut se dire que ça, c'est juste une espèce. Et même un genre en fait. Donc c'est un sous-type d'espèce même. Et pourtant, la répartition est vraiment assez exceptionnelle dans le globe. Voilà. Après, on a du coup les psilocybes cubensis, donc qui sont généralement appelés mexicains, mais il y a plein de noms. Et du coup, typiquement les Thaïs, les Mexicains, les B+, les McKenna, les Golden Teacher, tout ça, c'est des psilocybes cubensis. Et du coup, ça porte à confusion parce qu'en fait, tous les noms que je viens d'énumérer, c'est des variétés, mais si vous regardez vraiment l'espèce et le genre, ça sera des psilocybes cubensis. Du coup, ils sont à peu près similaires en termes de concentration. Voilà. Et du coup, c'est effectivement la variété qui est la plus couramment vendue et aussi qui est la plus simple à cultiver parce que c'est pour ça aussi qu'elle s'est beaucoup répandue et que c'est l'espèce principalement utilisée actuellement d'un point de vue entéogène parce que justement c'est pas cher. Donc c'est assez facile à fabriquer. Ça tient très très bien au niveau de la culture par rapport à d'autres espèces qui sont beaucoup plus fragiles, donc ça résiste assez bien aux contaminations. C'est pas trop difficile en termes de climat et d'humidité. Il faut quand même une humidité élevée parce que ça reste des champignons, mais s'il y a des variations d'hygronométrie, donc d'humidité dans le bac, c'est pas trop grave, ça va généralement. Et puis au niveau de la température aussi, c'est assez ok. Franchement, ça a une gamme de températures. Alors pour optimiser la récolte, bien sûr, c'est important de bien la gérer, mais ça pousse à des températures relativement correctes et même pas trop stables. C'est pas trop grave. Voilà. Alors que les autres espèces qu'on va voir et les autres genres même qu'on va voir par la suite, ils sont beaucoup plus durs à faire cultiver. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de psilocybes cubensis. Et puis là j'ai mis aussi qu'il y a beaucoup de cultivars, mais que la concentration elle change pas forcément et pas fortement non plus. Là j'ai mis 0,75% ou 0,75%, mais c'est variable, ça varie entre 0,44 et 1,22, voilà. Mais j'ai fait à peu près une moyenne. Et puis faut se dire qu'en fait ce qui importe beaucoup, c'est qu'en fait les conditions de culture, comme je vous disais, avec l'hygronométrie, donc avec l'humidité, le substrat aussi, de quoi il est composé, est-ce que ça pousse sur du riz, est-ce que ça pousse sur de l'orge, est-ce que ça pousse sur des bousses de vache, sur quoi ça pousse, et puis aussi la température, ont les trois un impact énorme sur le taux de psilocybine à la fin. Il y a des gens qui ont fait de l'optimisation pour différentes variétés,
donc pour avoir les meilleurs résultats et puis aussi pour limiter les contaminations. Et donc il y a beaucoup de possibilités de variation par rapport à ça, mais c'est dur d'isoler en fait entre chaque espèce les différents taux, parce qu'il y a beaucoup de variations dans le substrat et les conditions de culture, quoi. Donc on va passer aux suivants, qui sont eux les plus connus quand on fait de la cueillette, généralement. Et, et c'est ceux qu'on trouve les plus rapidement, et le plus souvent d'ailleurs dans les champs. En Europe en tout cas, et il y en a aussi en Amérique du Nord effectivement, enfin voilà, je vous ai mis la carte donc vous voyez pas. Ils sont plus fins, ils sont plus petits aussi, mais ils sont plus concentrés, entre 1 et 2 fois plus concentrés, mais généralement ouais, à peu près 2 fois plus concentrés. Voilà, comme je vous dis, ça peut varier les concentrations, donc voilà, donc à doser plus faiblement, mais après ils se trouvent aussi en plus petite quantité et les champignons eux-mêmes sont plus petits, donc voilà, il faut juste adapter la dose et faire attention à quel type de champignons on récupère en cas de consommation, parce qu'il peut y avoir les deux en fait. Ça peut très bien être des cubensis, généralement ça se voit parce que les tiges sont beaucoup plus épaisses, alors que le Psilocybe seminoncellata il a vraiment des tiges beaucoup plus fines, donc ça peut être différencié par les tiges, mais globalement le mieux à faire c'est toujours se demander, parce qu'on ne sait pas si ça a été cultivé, donc si c'est des cubensis ou si c'est des cueillis et du coup c'est des seminoncellata, et dans ce cas là il faut vraiment réduire le dosage parce que c'est clairement plus fort, ça peut donner des mauvaises surprises. Voilà. Par rapport aux variétés un peu plus spéciales, donc un peu plus exotiques, et un peu, enfin voilà, il y en a qui sont intéressantes aussi, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Mais typiquement au niveau des variétés intéressantes qu'on a, il y a les Panaeolus, et voilà qui s'appelait aussi Copelandia. Justement, comme je vous disais, il y avait des débats dans la communauté scientifique, mais typiquement les deux avant étaient séparés, et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était pareil. Du coup voilà, classification compliquée. Maintenant, globalement, c'est reconnu que ça s'appelle juste Panaeolus, et que le terme Copelandia est plus trop utilisé, mais il y a de fortes chances pour que vous le voyez quand même un petit peu à droite à gauche. Ce sont pas des psilocibles du coup, donc là on est vraiment sur une espèce à part, mais ça reste des champignons hallucinogènes. Et puis c'est rare et c'est tropical, et c'est dur à faire pousser en Europe, même dans des conditions de culture optimales, etc. Donc c'est un peu galère à faire pousser. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette famille-là, il y a les champignons les plus puissants en termes de psilocybine, qui montent jusqu'à 1,9% de poids, et il y a certains cas genre très particuliers. Donc 1,9% c'est la moyenne, hein. À chaque fois que je vous donne des chiffres, c'est les moyennes. Il y a des cas particuliers où c'est monté jusqu'à 2,5% de poids sec de psilocybine, c'est énorme. Et du coup voilà, donc ça peut monter très haut, et c'est le 2,5% de psilocybine, c'est le taux le plus haut qu'on a pu observer et qui est documenté dans la littérature. Et c'est cette variété là du coup, Panaeolus cyanescens. Du coup voilà. Il y a les azurescens, donc ça on retourne dans les psilocybines, enfin dans les psilocybes. Et puis du coup qui se trouvent quasiment uniquement aux USA. J'ai oublié de dire, mais les Panaeolus ils poussent pas ici. Enfin, il y a certaines variétés qui poussent ici, mais les cyanescens normalement ils poussent pas ici. Voilà. Ça se trouve pas trop par là. Il y a d'autres types de Panaeolus qui poussent là, mais qui sont pas forcément aussi concentrés que les cyanescens. Voilà. Pour les azurescens, ça finit pareil, mais ça n'a rien à voir, et c'est même pas la même espèce. Enfin, psilocybe d'un côté et Panaeolus de l'autre. Voilà, c'est les plus petits champignons qui poussent seulement aux USA. On ne voit pas trop ici, mais ils sont typiquement plus forts que ce que vous pouvez trouver par là. Enfin, ils sont forts en tout cas. Du coup, faut faire un petit peu gaffe par rapport à des cubensis. Et puis, les Tympanesis. Alors, ceux-là, ils sont ultra rares. Et en fait, ils poussaient très très mal. Mais on s'est rendu compte d'une particularité qui a fait que ils sont encore beaucoup utilisés. C'est l'utilisation pour faire des truffes. On s'est rendu compte que c'est une variété qui donne des très bonnes truffes. Les truffes sont assez faciles à répliquer. Par contre, le champignon lui-même, il est vraiment difficile à faire pousser. Et du coup, même pour la réplication, le champignon a été cloné, enfin surtout une souche qui donnait beaucoup de truffes, et du coup c'est cette souche là qu'on trouve généralement. Après il peut y avoir des croisements, etc., mais souvent c'est des Tympanesis qu'on trouve pour faire des truffes. Voilà. Et oui, ça fait aussi des champignons si jamais les truffes, c'est juste que c'est rare et que généralement les gens mettent un couvercle en fait sur le milieu de culture pour éviter la formation de champignons et avoir plus de truffes du coup. Voilà. Mais c'est une variété qui méritait d'être mentionnée. Voilà, du coup on va parler un petit peu des truffes, parce qu'on y vient. Faut savoir qu'il n'y a que 2 variétés de truffes commerciales qui existent. Voilà. Il y a forcément, vous avez dû voir si vous traînez un petit peu sur internet, et des potentiels d'achat, ou alors même si on a essayé de vous en vendre un jour, on a dû vous sortir le nom de 50 000 variétés. Alors du coup, oui, il y a plein de variétés. Désolé, je me suis trompé, j'ai mis variétés, c'est que 2 espèces. Voilà.
Il y a que deux espèces en fait qui produisent les truffes et il n'y a pas de, pour l'instant pareil qu'avec les variétés en fait de champignons. On n'a pas de preuve qu'il y en a qui soient vraiment plus fortes que d'autres d'un point de vue scientifique. Et le milieu de culture, pareil, influence beaucoup. Donc c'est compliqué d'avoir vraiment des preuves scientifiques. Il faudrait des milieux de culture vraiment équivalents pour chaque variété. Et puis voilà, ça serait un petit peu subjectif du coup parce qu'on ne saurait pas quel milieu est vraiment un milieu de référence quoi. Faudrait voilà, vu que ça dépend des variétés après. Voilà. Mais du coup le plus connu en termes d'espèces c'est le Psilocybe mexicana et le Psilocybe papanensis. Donc celui-là on en a déjà parlé, il donne des truffes un petit peu plus claires. Et le mexicana du coup c'est un type du coup de truffes, mais généralement par mexicana, comme je vous disais, les Psilocybe cubensis sont souvent appelés mexicains et du coup généralement pareil, il a encore débat dans la communauté scientifique, mais mexicana du coup c'est le Psilocybe mexicana en termes de truffes et généralement fait avec du cubensis. Voilà. C'est compliqué. Et puis il y a d'autres variétés qui existent. Il y a le... Pardon. Excuse-moi, Pada, j'en profite pour une question. Vas-y. Il se base sur quoi au niveau au niveau des shops à Amsterdam? T'as différents niveaux de puissance, il se base sur quoi justement pour les noter? Au mieux, l'expérience subjective des gens et au pire, absolument rien du tout. Ok. En tout cas, il y a vraiment pas d'études scientifiques par rapport ou même des dosages ou des trucs comme ça. J'ai jamais vu une seule preuve en fait qu'il y avait une différence. J'ai lu en fait des études etc sur typiquement des saisies de police par rapport aux différents types les variétés de truffes du coup. Et en fait, il y a pas de différence réelle constatée. Après voilà, le problème c'est que c'est des saisies de police, donc on sait du coup des fois les variétés, donc on peut potentiellement les comparer, mais on connaît pas les conditions de stockage qui sont super importantes parce que la psilocybine se dégrade vite quand même. Et puis aussi, justement, des fois les variétés sont un peu difficiles à isoler, etc. C'est pas forcément top les saisies pour ça. Mais en tout cas, dans les études qu'il y a eu avec saisie, il n'y avait pas de différence significative entre les différentes variétés. Et puis j'ai encore trouvé une autre étude où là, en fait, ils faisaient des études pour l'administration thérapeutique de champignons hallucinogènes. Et du coup, ils avaient testé, il y avait 3 types de truffes. Et puis, il n'y avait pas de différence non plus en termes de variété. C'était les 3 des Tapanensis, mais différentes variétés de Tapanensis et pas de différence. Alors entre eux, après les Mexicana et les Tapanensis, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas d'évidence par rapport à ça. Donc voilà, soit c'est purement subjectif et puis ils ont quelqu'un d'attitré dans le staff qui goûte toutes les truffes, ce qui est possible, et qui leur met des notes subjectives, soit c'est complètement du bol. Voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, rien de scientifiquement strict et correct, quoi. Donc voilà. Il y a un type de truffe qui est du coup intéressant là, qui serait vachement théoriquement, enfin même pas théoriquement, dans la pratique beaucoup plus puissant et beaucoup plus concentré. C'est ce que je vous ai mis là, les Psilocybe panaeolus, parce que si vous vous souvenez bien du coup, les panaeolus c'est ceux qu'on avait vus qui étaient les plus concentrés au monde. Et du coup, il y a un groupe de mycologues, dont je vous tairai le nom, qui s'est intéressé à essayer de faire des truffes avec cette variété. Et du coup, ils ont réussi à les faire. Et elles sont super blindées en psilocybine, mais du coup, voilà. Donc, c'est possible d'en faire. Des truffes d'autres variétés, c'est juste que commercialement elles sont pas disponibles parce que les rendements ils sont très faibles et que les conditions de culture sont complexes. Donc voilà. À moins que ça soit vraiment précisé dessus, généralement non. Voilà. C'était juste pour l'anecdote, mais il y a moyen de faire des truffes avec autre chose, quoi. C'est juste des galères. Voilà, on va parler un petit peu de l'acquisition. Alors je vais pas non plus, voilà, juste avec la MDMA j'avais fait un petit point synthèse. Là on n'est plus trop au niveau de la synthèse, on est plus sur l'acquisition et les différentes techniques en fait. Je vais pas trop partir en détail parce qu'on s'éloigne très loin de la RDR et que c'est pas mon but principal, mais juste pour comparer en fait, pour moi ça fait aussi partie du milieu en fait des champignons. De traiter un petit peu aussi de comment ça se procure, quoi. Je veux pas du tout donner de site ou autre, mais juste pour comparer un petit peu les techniques. Généralement du coup le plus connu, c'est surtout par les gens qui en consomment pas, c'est l'aspect cueillette du coup. Donc là on sera plutôt sur des Semilla Lanceata et on peut voir qu'effectivement en termes de puissance ça peut être au rendez-vous, mais en termes de quantité il n'y en aura pas forcément beaucoup. La facilité elle est quand même difficile, donc il faut connaître les spots, etc. C'est pas modulable dans le sens où si on en a besoin de plus, c'est compliqué d'en trouver plus parce que la nature est un peu limitée, quoi. Faut connaître plus de spots, etc. Mais c'est pas forcément simple. Et puis en termes de prix, c'est gratuit. Du coup, voilà, c'est toujours sympa. Ça prend du temps, mais
Après, comme autre système, il y a les gros box, donc qui sont des petites boîtes, pour les gens qui ne connaîtraient pas, qui sont des petites boîtes avec du mycélium qui est colonisé. Et ça, du coup, on est sur quelque chose de plus facile, il faut quand même se le procurer, donc voilà, c'est pas forcément simple, mais voilà. Et puis en termes de puissance, du coup, on est sur des Combat 6, donc pour toute la suite, ça va être des puissances clairement plus faibles que le Semi Lance Attack qui est plus fort, mais ça permet d'avoir aussi plus de quantité, donc ça se compense. Et puis en termes de modularité, c'est possible d'en acheter plusieurs, du coup ça se scale, voilà. Et en termes de prix, c'est relativement cher. Il y a les bacs de culture. Donc ça c'est à peu près comme des gros kits, mais ça se fait beaucoup plutôt dans les réseaux criminels. C'est des énormes bacs, du coup, enfin énormes, c'est vraiment des gros bacs quoi, qui font plusieurs litres. Et puis du coup qui sont mis généralement en série sur des étagères, sur des rangées énormes. Là c'est vraiment pour produire par kilo. Et du coup ouais, bah, en termes de facilité c'est super complexe. En termes de puissance, bah, Cube 10, donc voilà. Pas fou, mais c'est un peu ce qu'on fait de mieux pour de la production en gros. C'est super modulable par contre, voilà. Donc ça permet d'avoir plusieurs petits bacs ou justement de les entasser, de varier les tailles des bacs, le nombre de bacs, etc. Et puis en termes de prix, du coup c'est pas super cher à grosse échelle du coup en termes de revient. Et puis après bon bah il y a l'achat classique quoi. Ça peut être des semi-lance attack, j'ai mis des Cube 6, mais voilà ça peut être pour le consommateur ça peut être les deux, donc pensez à bien demander. Et du coup ouais bah c'est relativement assez simple. Et c'est instantané aussi, ce que j'ai pas mis mais qui est voilà. Et puis en termes de mobilité, bah oui, il y a moyen d'en acheter plus, mais ça reste super cher par rapport au prix de culture ou bien la cueillette qui est gratuite quoi. Du coup voilà, je vais pas trop traîner sur ce slide, mais ça permet d'avoir un peu un entrevue de comment les gens en chopent quoi. Tac. On va passer un petit peu sur les effets. Alors je vais essayer de garder ça simple parce que le problème des effets c'est que bah il y en a beaucoup qui sont subjectifs et du coup on peut partir très très loin dans les effets et philosopher pendant 2 heures facilement rien que sur les effets mentaux. Mais j'ai juste essayé de garder les choses un peu condensées. Donc d'un point de vue physique, on a une mydriase qui est une dilatation de la pupille. Donc ça se constate très très souvent. C'est une drogue qui reste axée sur la sérotonine comme on va le voir après. Donc voilà, ça a cette tendance-là. Il y a une tachycardie. Alors on s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas une tachycardie très forte, contrairement au stimulant. Mais en tout cas dans les essais cliniques, oui, il y en a. Voilà, c'est léger généralement, et ça dérange pas tant que ça. Il y a aussi une hypertension artérielle du coup, que j'ai pas mise mais qui va souvent avec la tachycardie. Il y a des nausées, pas systématiquement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont des nausées. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est lié au goût, il y a des gens qui pensent que c'est lié à des composés dans le champignon, et il y a des gens qui pensent que c'est lié à la psilocybine, ou à la psilocine. Et bah, personnellement, je pense que c'est un peu des trois et qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse par rapport à ça. Même la psilocine, du coup, on sait qu'elle a une action sur l'estomac, la contraction des intestins et la contraction de l'estomac aussi. Donc ça a quand même un effet en tant que tel, la molécule principale active. Après, je pense que quand même le goût et l'aspect, enfin les autres composés qu'il y a dedans, dont probablement des toxines et des trucs pas très simples et agréables à digérer, font que ça aide pas non plus. Du coup voilà. Et ouais, j'ai mis gingembre entre parenthèses parce que c'est toujours un truc qui peut être utile si jamais vous supportez le goût du gingembre et que ça vous fait pas plus vomir que voilà. Mais ça a un effet prouvé pour réduire les nausées. Alors pas spécialement contre les champignons hallucinogènes, mais global c'est considéré comme un complément utile contre les nausées. Voilà, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la MDMA, mais je remets ça là. Et puis l'autre effet physique qu'on constate, c'est une hyperthermie. Alors là, pareil que la tachycardie, c'est pas extrême, mais il y a une élévation de la température qui est quand même là, présente quand même. Donc voilà. Après, il n'y a pas forcément de neurotoxicité ou autre comme la MDMA qui pourrait pousser à genre prendre des pauses qui mériteraient justement qu'on s'y attarde beaucoup. Mais il y a quand même une hyperthermie. Du coup voilà. Ça peut provoquer aussi des sensations de chaud-froid désagréables qui viennent d'ailleurs surtout de l'aspect psychologique plus que physiologique, mais ça peut avoir une influence là-dessus aussi. Voilà, on va passer aux effets plutôt mentaux du coup, donc comme je vous disais, j'ai essayé de faire un truc simple. Il y a les hallucinogènes, donc il y a les EEV et les CEV. Les EEV du coup, bah, comme le petit logo le montre, c'est pour Open Eye Visual, donc c'est un visuel les yeux ouverts, et CEV pour Closed Eye Visual. Du coup là c'est un visuel les yeux fermés. Voilà. Okay, c'est un peu pour différencier les deux types d'hallucinations qui sont souvent bien différentes. Les EEV ils ont plutôt tendance à superposer à la réalité du coup et à la transformer.
Et les CEV, ça peut plutôt être des formes géométriques ou même des décors, mais quelque chose de complètement distant de la réalité. Je pense que vous allez peut-être croiser ces termes un jour ou l'autre et du coup vous saurez ce que c'est si vous le savez pas déjà. On a les synesthésies, donc ça c'est le fait de mélanger des sens. C'est un truc qui revient quand même assez souvent et ça peut typiquement être des visuels par rapport à la musique qui passe ou alors des sensations dans le corps étranges par rapport à une couleur ou ça peut être des gens qui voient les reliefs des textures quand ils passent leurs mains dessus. Voilà, il peut y avoir des mélanges de sens comme ça à cause de la suractivation des circuits neuronaux liés aux différents sens. Il y a une stimulation ou une sédation. Là, je parle des effets mentaux, parce que ça reste un stimulant physique, mais mentalement, il y a beaucoup de gens, y compris moi-même, qui rapportent une sédation. Et voilà, donc, mais il y a d'autres gens qui trouvent que c'est stimulant. Donc ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux en alternance. Mais souvent, il y a quand même un aspect stimulant ou sédatif dans les trips. Et puis, il y a de l'anxiété. Alors ça, c'est clairement pas automatique, tout comme les synesthésies ne sont pas automatiques. Mais voilà, ça peut être une source importante d'anxiété, potentiellement de bad trip, à cause de la distance entre l'utilisateur et la réalité de tous les jours, qui peut être clairement angoissante selon le contexte, selon les administrations, et puis bien entendu selon le state setting dont on avait, il me semble, déjà parlé. Voilà pour les effets mentaux rapidement. Et pour l'aspect thérapeutique, du coup, là oui, il y avait. J'ai lu quelques études par rapport à l'effet thérapeutique, et on a un effet qui est quand même prouvé pour les épisodes dépressifs majeurs. Et j'en ai lu, ça c'est vraiment un effet plus global et beaucoup plus étudié par rapport à la dépression. Et il y a quelques petites études qui sont un peu moins sûres sur d'autres trucs. Les douleurs neurologiques, du coup, ça c'est une méta-étude que j'ai lue, mais qui était petite. Ça me semblait encore ok de la mentionner. Après, il y a plein de tests dans plein de domaines et du coup, ça a potentiellement beaucoup d'applications. C'est juste que il n'y a pas énormément d'argent qui est alloué à la recherche. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est disponible naturellement, facilement, pour pas cher, que même la synthèse est relativement simple et que c'est pas possible de foutre un brevet dessus. Donc ça intéresse pas vraiment l'industrie pharmaceutique et donc il n'y a pas vraiment beaucoup de budget pour explorer ce genre de molécules. C'est un des problèmes. Du coup il y a un peu plein de petites molécules, enfin il y a plein de petites études qui étudient la molécule sous plein d'aspects, mais il n'y a pas beaucoup de conclusions à cause de ça parce que justement il n'y a pas beaucoup de budget derrière. C'est un peu un problème, mais ça s'améliore gentiment. Il y a aussi beaucoup de trucs qui ont fait que ça s'est amélioré les dernières années. Je pense que le facteur le plus important, c'est le fait que les États sont de plus en plus, sont de plus en plus ok de déléguer des autorisations pour en tout cas la recherche publique. Donc ça fait des sujets de recherche publique qui sont intéressants. Et ça permet de faire évoluer la recherche par rapport à ces composés qui ont un potentiel plutôt quand même élevé de ce qu'on a pu voir pour le moment. Bien entendu, toutes les études qui ont été faites, y compris les études sur les douleurs neurologiques, sont faites avec une psychothérapie en accompagnement. Et petit disclaimer, bien sûr, je vous déconseille fortement de vous automédicamenter. Ça peut être dangereux et surtout que c'est clairement pas des médicaments anodins. Donc voilà, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il y a des programmes de recherche qui sont disponibles dans pas mal de pays. Donc si jamais vous voulez vraiment essayer ce genre de choses parce que vous souffrez d'une dépression ou vous souffrez de douleurs neurologiques chroniques, essayez plutôt de rentrer dans un programme de recherche comme ça. Non seulement ça aide la science, c'est gratuit pour vous et c'est beaucoup plus sécurisé que de faire ça de son côté. Même si forcément c'est des démarches en plus à faire, etc. S'il y a des questions sur les différents effets, je suis passé assez vite, mais je sais qu'il y a beaucoup à dire. N'hésitez pas, ou par écrit aussi. On va passer à l'aspect un petit peu neuropharmacologie, donc ce gros terme barbare pour dire comment ça marche dans le cerveau. Il faut savoir plusieurs choses par rapport aux champignons hallucinogènes. Déjà de 1 qu'on entend beaucoup parler de psilocybine, mais que la psilocybine n'est pas vraiment active. Et qu'en fait c'est un produit de dégradation. Donc la psilocybine c'est ce qu'on appelle une prodrogue, c'est-à-dire que c'est inactif, mais une fois que ça rentre dans le corps c'est transformé en un produit qui lui est actif, qui s'appelle la psilocine. Voilà, donc il y a un cybine et cine. Voilà. Donc ça c'est le premier truc à savoir. Qui est important d'ailleurs. Mais du coup voilà, ça a une efficacité, il faut juste en fait le manger. Pour qu'il ait vraiment pour qu'il ait tout son potentiel. Sinon ça marchera pas bien. Si vous prenez de la psilocybine et que vous l'injectez directement dans votre cerveau, vous aurez quasiment pas d'effet normalement. Donc il faut vraiment que ça se dégrade en psilocine. Et cette psilocine là qui est le composé majoritaire actif du coup, c'est un agoniste 5-HT2A, 5-HT1A, 5-HT2C. Donc
Voilà, j'ai fait une présentation complète sur l'aspect neuropharmacologie qui est dispo du coup sur la chaîne YouTube. Voilà, les liens dans la description, pas pour ceux en live. Mais sinon, globalement, oui, ça fonctionne comme agoniste de ce type de récepteur. Potentiellement plus, mais c'est vraiment les principaux. C'est les 3 groupes principaux. 5-HT2A, il serait principalement responsable des hallucinations. Le 5-HT1A, il a un effet plutôt périphérique sur... du coup, ouais, potentiellement, c'est ce qui déclencherait le plus tout ce qui est de la tachycardie, donc de l'accélération du rythme cardiaque, aussi qui augmenterait l'hypertension et qui aurait des effets aussi délétères sur l'estomac et la digestion. Du coup, voilà, c'est ce qui serait plus responsable de cet effet-là. Et le 5-HT2C, il n'est pas encore super connu, mais il semble avoir un effet un petit peu préparé que le 5-HT2A, c'est-à-dire sur les différents sens, donc au niveau des perceptions. Ça, c'est un effet global général, mais effectivement, ça dépend après des zones du cerveau que ça touche, etc. Donc c'est plus complexe que ça, mais on va garder les choses simples. Comme je vous disais, il y a une vidéo disponible là-dessus. Et pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'est un agoniste, du coup, c'est simplement que dans une synapse, c'est la connexion entre 2 neurones. Et en fait, là, je les ai représentés en rouge, mais ce seraient des petites molécules de psilocine qui sont capables en fait de se fixer sur le neurone qui est en dessous de l'autre, et du coup de l'activer directement, au lieu d'attendre que le neurone d'en dessus, donc dans cette connexion, viennent en fait déverser des neurotransmetteurs qui sont des messagers en dessous. Du coup voilà, donc elles viennent en fait directement activer le neurone d'en bas, même s'il n'y a pas d'activation du neurone d'en haut. Et ça met un petit péchi dans les circuits neuronaux, et c'est ça qui crée un effet hallucinogène. Pour ceux qui ont suivi la conférence, parce que ça je vais pas tout le réexpliquer, mais la conférence d'avant, quand un petit peu des bases en pharmacologie, elle a une sélectivité fonctionnelle, c'est-à-dire que quand elle s'accroche et quand elle a son effet, elle préfère une voie descendante, donc une voie spéciale dans le neurone pour passer un signal plutôt qu'une autre. Donc elle préfère plutôt la phospholipase A2 et pas la phospholipase C. C'est un effet qui explique pourquoi l'effet est différent de la sérotonine, donc qui est normalement le liant standard normal. Et du coup là, il y a un effet différent de juste utiliser de la sérotonine dans les neurones. Donc en plus de la suractivation des circuits à sérotonine, il y a aussi un effet qui est vraiment différent dans l'activation et le type d'activation du neurone qu'il va y avoir en dessous. C'est pas juste trop de sérotonine dans certains types de récepteurs. Voilà, ça a été découvert récemment, mais c'est plutôt intéressant. Parce que potentiellement, grâce à ça, si on arrive à trouver une molécule qui a un ratio inversé, on pourrait faire une molécule qui n'est pas forcément hallucinogène, mais qui a quand même un effet autre sur le cœur ou peut-être même sur la dépression, on ne sait pas. Donc voilà, découverte récente mais intéressante. Il y a des dérivés de psilocybine, j'ai fait une grosse slide aussi parce que le mécanisme n'est pas très complexe, mais il y a des dérivés de psilocine et de psilocybine aussi, qui ont des mécanismes d'action très différents avec des toutes petites modifications sur la structure. Donc là, vous avez la psilocine, donc, qui est la forme standard, et juste en rajoutant ici un petit groupe méthyle, donc pour faire un éthyle ici, on est sur du 4-HEMT, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du coup un dérivé synthétique de la psilocine, avec juste cette petite modification. Et en fait, elle a un effet assez différent. Alors là, je l'ai mis en bleu. Mais du coup, elle est capable de, comme la psilocine, de se fixer en fait sur ces récepteurs et de les activer. Mais surtout, elle est capable aussi de bloquer en fait les retransporteurs. Donc, je vais peut-être pas tout refaire parce qu'on est quand même... je l'ai déjà expliqué justement sur l'autre vidéo. Mais elle est capable aussi de bloquer les retransporteurs et du coup d'augmenter la concentration de sérotonine dans la synapse de façon assez drastique. Du coup, voilà. Donc, c'est un effet en plus, mais qui est vraiment important. Et surtout, là, en fait, c'est une étude... justement qui a mis en valeur cet effet-là. Et on a découvert que en fait à des concentrations très très basses, donc là vous avez les concentrations, plus ça va vers là, plus ça augmente, donc la concentration augmente petit à petit. Et là en fait c'est la quantité de sérotonine qui est recapturée, c'est-à-dire qui passe de la fente synaptique ici, où elle est active, à l'intérieur du neurone où elle n'est pas active. Et du coup plus on augmente la concentration, et plus en fait la quantité de sérotonine qui est disponible dans la synapse, elle va augmenter parce que l'activité du retransporteur là elle baisse. Donc ça veut dire qu'elle est bloquée dans la synapse, plus on augmente la concentration de cette molécule-là, qui est un dérivé tout simple. Et en fait c'est un inhibiteur très très puissant. Alors les concentrations ça va pas vous évoquer grand chose, parce que déjà c'est en molaire et personne n'utilise des molaires. Voilà. Et puis surtout c'est dans un cerveau. Donc c'est un peu différent de faire une solution ailleurs. Mais c'est des effets qui sont vraiment très très forts, et en fait la dose minimale, la dose moyenne 50, donc juste la dose moyenne pour inhiber en fait le retransporteur de moitié est 5 fois plus efficace que la paroxytine, aussi c'est du Prozac. Donc c'est un antidépresseur qui a le même mécanisme d'action, mais du coup on a une molécule qui est 5 fois plus puissante quand même, et qu'on prend à des dosages à peu près similaires
D'ailleurs c'est 20 mg à peu près les deux. Donc on a un vrai effet extrêmement puissant sur ces retransporteurs et voilà, potentiellement une utilisation en tant qu'antidépresseur à plus petite dose, ça serait possible. Il n'y a pas d'études en cours, mais voilà. Donc ouais, juste pour dire qu'il y a plein de modifications aussi possibles de la psilocybine en tant que telle, et du coup il y a plein de possibilités d'effets différents selon les petites modifications qu'on fait. Et donc c'est un aspect intéressant. Il y a plein de recherches chemicals, donc toute la famille des tryptamines qui sont basées là-dessus. Et donc on a plein de possibilités de faire des modifications et de modifier les effets. Ils sont pas tous étudiés, c'est un peu le concept. Mais voilà. Et potentiellement beaucoup d'agents thérapeutiques aussi qui sont dérivés de cette classe-là. Par rapport à la chimie, on a plus parlé de la pharmacologie, mais je vais parler de la chimie rapidement, juste pour que vous appreniez à faire un truc simple, qui est cool, mais qui est très pratique quand vous voyez des molécules supposées psychoactives. Déjà, juste pour parler un petit peu de l'entourage effect, je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais globalement c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le monde du cannabis, pour parler en fait, de différents composés dans le cannabis qui auraient des effets synergiques ou bien opposés. Le plus connu, c'est l'effet entre le CBD et le THC, qui sont censés être opposés, et du coup réduire l'anxiété du THC avec le CBD, etc. Et il y a aussi plein d'autres composés qui ont des effets supposés sur l'humeur, etc. Donc il y a ce terme entourage effect qui est utilisé surtout dans le cannabis, pour décrire en fait l'interaction entre différentes molécules, et ça permet du coup d'expliquer différents effets entre les variétés, etc. Donc il y a eu des tentatives d'explication de variétés d'effets entre les espèces avec ce même système d'effet d'entourage avec plusieurs molécules complexes qui donneraient du coup un effet aussi complexe dans les champignons hallucinogènes. Et c'est pas les molécules qui manquent parce que c'est des molécules, enfin c'est un composé organique, donc il contient plein de molécules, c'est de la matière très variée quoi. Il y a plein de choses dans le champignon d'un point de vue chimique. Donc voilà, c'est pas la matière qui manque, mais il y a un gros problème global dans cette théorie-là. Là, j'ai tiré en fait les 4 composés qui seraient le plus responsables de cet effet d'entourage, qui sont le plus souvent mentionnés. C'est un peu cette idée-là de se dire il y a plus de baéocystine et moins de psilocine et machin, et du coup ça devrait faire plutôt un effet comme ça, voilà. Vous avez un petit tireur de tarot qui essaie de faire du sens avec tout ça. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue plus pharmacologique, il y a un truc important à s'en rendre compte. Déjà, là, je vous ai mis la molécule de sérotonine. D'ailleurs, on l'a pas trop vu avant, mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Et comme je vous l'ai montré sur la page d'avant aussi, ça se fixe sur les mêmes récepteurs. Ça s'explique un peu du coup parce qu'entre la sérotonine et la psilocine, on a vraiment une différence de structure qui est très très faible. Et c'est parce que ça se ressemble beaucoup que ça fonctionne bien. Voilà. Ce qui veut pas dire que des molécules qui ressemblent pas à la sérotonine ne peuvent pas se fixer sur le transporteur. Je dis juste que généralement, des molécules qui se ressemblent ont à peu près les mêmes fonctions dans l'organisme. Donc on a une grande similarité de structure. Ce qui est bien, on a juste ces 2 petits groupements ici en plus, et ces 2 groupements-là, ils permettent en fait de protéger cet atome au milieu, qui est un atome d'azote. Et cet atome d'azote, il fait tout. Alors faut vraiment se souvenir que dans une tryptamine, si vous n'avez pas d'atome d'azote ici, ça sert à rien. Du coup voilà. Et donc le but, c'est de le protéger. Parce que dans votre corps, vous avez plein d'enzymes et de différentes petites protéines qui vont essayer de détruire tout ce qui traîne, ce qui n'a rien à faire là d'ailleurs, comme ce que vous mangez, en termes de psychoactifs généralement. Et en fait, il y a plein de molécules que normalement qui seraient en fait psychoactives si vous n'aviez pas ces petites enzymes qui sont capables de détruire en fait ces molécules pour pas qu'elles vous affectent. Et typiquement, ces groupements amines là, c'est des groupements qui sont très très importants pour l'activité et du coup qui généralement le corps il va essayer de les détruire pour éviter que vous soyez intoxiqué à la psilocine. Donc la psilocine c'est un cas vraiment à part, mais par rapport à toutes les molécules là qu'on peut retrouver dans les champignons, alors on va commencer avec la plus simple, mais la psilocybine, qui a cette énorme fonction là qui la rend complètement inactive, donc il n'y a pas d'effet à la psilocybine. Voilà. Mais dans le corps, merci la magie de l'estomac, qui contient beaucoup d'acide, cette grosse partie là elle va se casser et du coup on va se retrouver avec la petite partie ici, donc qui est un OH tout simplement, savoir le chute de l'acide phosphorique mais en petite quantité. Et du coup grâce à ça on a de la psilocine qui est active. Donc voilà, donc ça c'est comme je vous disais la prodrogue qui est rendue active dans le corps.
Mais sinon, mis à part ça, en tant que tel, c'est pas vraiment actif. Donc ça peut pas être vraiment responsable d'un effet d'entourage quelconque parce que bah, ça a pas d'activité en tant que tel, quoi. C'est juste, ça va donner plus de psilocybine, mais ça a pas d'effet. Donc ça peut pas trop expliquer les différences d'effets en tant que tel. C'est juste relié à la puissance globale du composé parce que s'il y a beaucoup de psilocybine, il y en a beaucoup qui pourront se dégrader en psilocine, du coup ça sera fort. Mais sinon ça en dit pas plus. Ensuite, on a l'aéruginacine, donc qui est là. Et vous avez vu que la seule différence avec la psilocybine, c'est ce petit trait ici, qui en fait bah, est absent. Et vu qu'il n'est pas là, ce problème, le problème principal en fait, c'est que bah, cette molécule-là, donc cet atome d'azote, il n'est pas assez protégé. Et dès lors que que vous allez ingérer en fait de l'aéruginacide, en fait cet atome d'azote, il va se faire détruire très rapidement par l'organisme et du coup il n'arrivera jamais à passer dans le cerveau. Parce que le temps qu'il arrive dans l'estomac, puis qu'il arrive dans le sang, et puis même qu'il soit filtré par le foie, etc., il va juste se faire détruire bien avant, parce qu'il n'est pas assez protégé. Du coup, toutes les molécules qui ont un atome exposé, comme ça, bah en fait elles vont se faire détruire par le corps avant qu'elles puissent atteindre le cerveau à des concentrations suffisantes. Parce qu'elles sont pas assez protégées et du coup ouais, toutes les molécules qui ont un atome d'azote comme ça exposé, soit avec un atome d'hydrogène, donc un H ici, ou qui en ont deux ici, elles vont se faire détruire. Alors bon, du coup on arrive sur le cas de la sérotonine et on se dit pourquoi elle se fait pas détruire. La réponse c'est qu'elle se fait détruire en fait. Si vous avez de la sérotonine et que vous la mettez dans le sang de quelqu'un, enfin elle va juste se faire détruire très rapidement, elle aura pas le temps de passer dans le cerveau parce qu'elle est vraiment très peu protégée. Et donc à cause de ça, on peut pas vraiment avoir d'effet juste en mangeant de la sérotonine ou en s'injectant de la sérotonine. Et pour ça que la sérotonine c'est pas une drogue en soi. Il y aurait potentiellement moyen d'utiliser la sérotonine en l'injectant directement dans le cerveau, mais je pense que personne n'a trop envie de faire ça. Surtout qu'il y a des alternatives un peu plus sympas qui existent. Donc pour parler en fait de cette protection de cet atome d'azote qui est vraiment importante et du coup il en faut deux. Et là du coup on arrive sur la biocystine et on se demande du coup c'est parfait là parce qu'il y a 4 protections. Ça a l'air top. Le truc est bien solide quand même, il va bien pouvoir résister au corps et tout. Probablement que celui-là il a un effet. C'est le dernier qui reste donc on espère que voilà. Et non, parce que en fait, cette molécule-là, justement, elle est chargée ici. Il y a un atome, il y a une charge positive qui va tout le temps rester sur la molécule. Et cette charge positive-là, en fait, globalement, ça fonctionne un peu pareil que des aimants, en fait. Vu qu'elle est chargée positivement, elle va pas réussir à pénétrer facilement dans quelque chose qui est neutre. Et il faut savoir qu'en fait, tous les vaisseaux sanguins, ou la grande majorité des vaisseaux sanguins, qui passent dans le cerveau ou à proximité du cerveau, ont une énorme couche de graisse autour pour en fait empêcher les composés comme ça qui sont polaires, donc qui ont cette charge positive ou négative, mais qui sont chargés, de rentrer. Et si vous avez une amine comme ça avec un atome d'azote avec une charge positive, il pourra jamais passer cette barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. On dit BBB en anglais, c'est plus simple. C'est Blood-Brain Barrier, donc la barrière sans cerveau. Cette barrière-là, elle va repousser du coup tous les composés qui sont chargés, positivement ou négativement. Et donc au final, cette molécule-là, elle va pouvoir agir dans le système nerveux périphérique, donc c'est-à-dire dans votre organisme, dans le reste de votre organisme, mais elle va jamais réussir à passer dans votre cerveau. Vraiment en quantité extrêmement faible, négligeable. Et donc cette molécule-là, oui, elle va potentiellement avoir un effet, mais un effet seulement sur ce qu'il n'y a pas dans votre cerveau, c'est-à-dire qu'elle va provoquer quand même des maux de ventre, elle va quand même produire une tachycardie, elle va quand même faire de l'hyperthermie, elle va quand même dilater vos pupilles, mais elle pourra pas du coup rentrer dans votre cerveau et provoquer des hallucinations. Donc oui, on peut dire qu'elle fait partie de l'effet d'entourage, mais elle va pas modifier la nature des effets que vous allez ressentir d'un point de vue mental. Et donc au final, on se retrouve avec la seule molécule de base qui est la psilocine, et en fait c'est simplement la concentration de psilocine qui va faire varier les effets, et surtout l'influence de l'extérieur, c'est-à-dire avec qui vous êtes, dans quels états d'esprit vous êtes aussi, les quantités que vous avez consommées aussi, qui vont bien sûr jouer. Et puis après voilà, c'est tout le cadre du set and setting. Du coup voilà, donc j'ai fait une dernière slide aussi pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la Lemon Tech et qu'est-ce que c'est. Donc c'est une technique qui est pas mal utilisée afin d'augmenter la puissance des champignons hallucinogènes. Donc comme son nom l'indique, c'est une technique qui utilise du jus de citron principalement. C'est possible de le faire avec d'autres choses comme on va le voir après. Et ce jus de citron, on l'ajoute aux champignons qui sont généralement broyés à peu près 20 minutes avant le fait de les prendre en oral. Donc voilà, donc juste les ajouter à du jus de citron. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai mis en termes de mécanisme ici, que vous pouvez voir sur la partie droite de la slide,
c'est que on a la psilocybine, donc comme on l'a vu avant, qui est inactive en soi parce qu'elle a son gros groupement phosphate qui empêche son activité et qui est transformée en psilocine et elle qui est active. Comme je vous ai expliqué avant, normalement c'est l'estomac qui le fait parce qu'il a un pH acide et c'est possible aussi dans le jus de citron, c'est acide aussi, il y a de l'acide citrique, donc cet acide citrique il peut prémâcher le travail de l'estomac et donc ça permet d'avoir une plus grosse concentration de psilocine quand on absorbe le produit qui a été trempé dans le jus de citron. L'intérêt de cette technique est relativement limité dans le sens où elle ne va pas augmenter réellement la puissance ni démultiplier les effets. Ce qui va surtout changer, c'est qu'en fait la quantité administrée, théoriquement, va être rapidement assimilée. Donc il n'y a pas besoin de faire cette transformation chimique dans l'estomac, vu qu'elle est déjà faite. Et donc ça, c'est plus rapide, ça dure aussi un petit peu moins longtemps, du coup, la montée est un peu plus brutale. Mais voilà, après normalement c'est pas censé être réellement plus fort, c'est peut-être un peu plus condensé on va dire en termes d'effet. Voilà. Et puis il y a une autre technique qui est utilisée, qui est la Coca-Tech, qui commence à se populariser un petit peu, parce qu'il y a des intérêts à le faire. Donc c'est la même chose que de la Lemon Tech, mais en utilisant du Coca à la place d'utiliser du jus de citron. C'est utilisé pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que le Coca passe généralement un peu mieux que du jus de citron en termes de goût, surtout pour cacher le goût des champignons qui sont généralement, surtout quand c'est sec, ça a un goût assez pas terrible. Donc ça cache un petit peu mieux le goût. On a aussi l'effet de la caféine qui vient contrer les effets potentiellement sédatifs des champignons chez certaines personnes, donc qui peut être apprécié aussi. Et puis que de base, le Coca est un médicament qui aidait à lutter contre les nausées. Donc voilà, après, je sais pas s'il y a réellement des études cliniques récentes sur cette utilité-là, mais en tout cas, ça a cette réputation. Il y a quand même beaucoup de gens qui signalent que ça aide pour les nausées. Du coup, il y a un effet potentiel intéressant avec le Coca. Par contre, il y a un petit problème dont il faut être au courant avec le Coca. C'est que dans le Coca, il y a de l'acide phosphorique, pas que de l'acide citrique. Et cet acide phosphorique, alors c'est tout à fait bien, si on reprend du coup la partie à droite, c'est tout à fait utile parce que y a aussi de l'acidité dedans, c'est un bon acide, donc il est aussi capable de transformer la psilocybine en psilocine, donc le composé actif. Par contre, la deuxième réaction qu'il va faire, et qui peut être problématique, c'est qu'il est capable aussi d'oxyder plus facilement la psilocine en 4-O-DMT. Voilà, donc qui est un composé inactif, qui est en gros de la psilocine endommagée. Donc en fait, dans le schéma, plus la couleur passe vers le rouge et plus c'est quelque chose qui est dégradé. Et un petit peu de dégradation, ça nous intéresse, parce que ça nous permet d'avoir un composé actif, donc la psilocine, mais si c'est trop dégradé, ça veut dire que le composé est juste détruit, quoi, et du coup il est inutile. Donc il faut juste faire attention en utilisant du Coca de ne pas laisser traîner les champignons dans le Coca, parce que l'acide phosphorique est un acide qui est oxydant, donc qui a tendance à détruire le composé, alors que l'acide citrique est un acide réducteur. Donc voilà, il sert aussi d'ailleurs à la conservation. Je sais pas si vous avez déjà mis du jus de citron sur une pomme, ça évite que la pomme noircisse, donc ça réduit effectivement l'oxydation. Et puis il y a aussi la vitamine C dans le jus de citron qui provoque cet effet là, mais il y a aussi l'acide citrique lui-même. Et donc voilà, donc c'est un peu des acides différents. Le Coca a certains intérêts, mais voilà, ça peut être un petit peu dangereux de le laisser trop longtemps, donc maximum 20 minutes, mais je pense que 15 minutes ça devrait être suffisant. Le pH, donc l'acidité du Coca et du jus de citron sont à peu près similaires. Je vais répondre aux questions maintenant, s'il y a des questions. Du coup, on a une question par écrit. L'indigotine pourrait-elle être un précurseur à la psilocybine avec beaucoup de chimie et de temps à perdre? Alors du coup, je vais revenir sur la slide. Donc oui, théoriquement c'est possible. Après, ça demande beaucoup d'efforts et ouais, vraiment beaucoup d'efforts. C'est possible, mais c'est vraiment très très compliqué. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, les champignons, ils ont les deux enzymes dont je vous ai parlé qui permettent de faire la réaction dans un sens, donc qui est Psi-P et Psi-L. Et en fait, ces deux enzymes-là, le problème, c'est que les enzymes en biologie sont capables de faire des réactions qui sont vraiment très précises et très spécifiques, ce qui est compliqué en fait à faire avec du matériel de chimie qu'on utilise en tant qu'humain. Donc oui, c'est probablement possible de faire l'inverse, mais ça demanderait énormément d'efforts et pas grand chose, et que surtout il y a d'autres façons de faire de la synthèse de psilocybine qui est plus simple, voire carrément simplement de la culture et de l'extraction. Je pense que c'est une tâche qui est largement plus simple que de faire de la rétrosynthèse à partir d'indigotine, etc. Donc franchement c'est largement plus
simple et pratique de directement juste faire une extraction à partir de champignons, quoi. Plutôt que de s'embêter à faire ça. Mais oui, après, c'est une bonne question. Ça aurait pu être une source potentiellement intéressante. Mais non, c'est la rétrosynthèse, donc la synthèse à l'envers, est vraiment compliquée. Peut-être avec certaines enzymes très spécifiques, mais voilà. On a une autre question de JFIV qui est le pH idéal pour faire sa lemon tech. Alors, si c'est vraiment avec du citron, avec le coca, du coup, le pH est fixe de toute façon, mais si c'est avec du citron, il y a moyen d'utiliser du jus de citron pur ou en fait, ou dilué. Hein, généralement, ça va en fait. Potentiellement, s'il est dilué, il faut peut-être le laisser un peu plus longtemps, mais ce qui nous intéresse, c'est plus la quantité que le pH. Il faut juste qu'il y ait suffisamment de quantité d'acide citrique pour réagir avec toute la psilocybine. Mais vu que généralement, la quantité en psilocybine qu'on retrouve dans une dose normale de champignons, c'est 20 mg, et qu'en plus, normalement, une molécule d'acide citrique peut réagir avec 3 molécules de psilocybine, avec une réaction complète. Hein. Donc voilà, je pense que franchement vous êtes large. Voilà. Et c'est aussi possible d'utiliser plus. Donc si vous voulez utiliser de l'acide citrique pur, c'est pas quelque chose d'impossible du tout. Faut juste être Enfin, comme je vous ai dit, c'est un acide qui est réducteur, donc même en le surdosant, c'est pas spécialement grave. Ça va juste être après, je pense, un peu difficile à boire, c'est vraiment très acide. Mais voilà, on peut vraiment descendre en termes de pH sans problème. C'est pas un acide fort et la structure de la psilocine est stable. Donc, stable par rapport à l'acidité, pas par rapport à l'oxydation. Mais par rapport à l'acidité, il faudra vraiment des acides extrêmement puissants pour dégrader la structure. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. On a encore une question. Que disent les études des effets du microdosage pour les champis? Alors j'ai un petit peu pas trop abordé le sujet. Parce que voilà, mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait poser la question, forcément. Donc merci. Mais donc, par rapport à ce que je sais sur la partie microdosage et de ce que j'ai vu dans les études, il y a des études, mais déjà c'est quelque chose d'assez difficile à quantifier, le microdosage et ses effets. Parce que au niveau du microdosage, on a des effets potentiels et revendiqués qui peuvent être très subjectifs. Par exemple, l'augmentation de la créativité, c'est quelque chose de très subjectif. On peut théoriquement faire passer des questionnaires à des gens pour savoir s'ils sont plus créatifs ou plus productifs, mais c'est compliqué. Parce que voilà, selon leur définition de créatif ou subjectif, ça peut être très varié, quoi, donc c'est pas forcément très très optimal. Et par rapport à l'effet antidépresseur du microdosage, donc je pense que c'est ce qui intéresse potentiellement, c'est assez flou, les études sont assez contradictoires. Donc en fait, il y a aussi eu un désintérêt par rapport au microdosage, parce qu'il y a eu une mode un petit peu du microdosage, mais en fait, il y a de plus en plus d'études scientifiques où on se rend compte qu'avec une macrodose, on a des effets qui durent très longtemps chez les gens pour qui ça marche. Donc en fait, c'est plus intéressant pour tout le monde, autant d'un point de vue des personnes qui font un suivi et des personnes qui fournissent les substances et de tout globalement, et même aussi au niveau des comités d'éthique. C'est plus simple de donner une dose plus forte mais sous surveillance une fois et que l'effet il dure longtemps, y compris pour les patients, hein, ça les arrange aussi généralement, plutôt que de donner des doses régulières, mais du coup on laisse un patient sans surveillance avec du principe actif potentiellement chez lui, ou alors il faut vraiment qu'il vienne régulièrement, plusieurs fois par semaine, venir chercher sa dose dans un hôpital agréé. Enfin bon, ça devient vite un bordel. Donc il y a peu d'études cliniques actuelles qui se font sur le microdosage. Celles qui ont été faites sont pas si convaincantes que ça. Et les macrodoses fonctionnent mieux pour tout le monde. Donc il n'y a plus trop d'intérêt, en tout cas d'un point de vue de la dépression, d'utiliser du microdosage d'un point de vue de la recherche clinique actuelle. Je dis pas que c'est inutile, mais je dis juste que c'est de moins en moins utilisé en fait, pour les raisons que je viens d'évoquer. Du coup, s'il y a d'autres questions encore, la meilleure façon de conserver les champignons une fois séchés, et combien de temps maximum on peut espérer garder les faits. La meilleure façon de les conserver, c'est une bonne question que j'ai pas abordée. J'aurais peut-être dû aborder par rapport à la conservation, mais c'est cool que, du coup, que tu poses la question. Il y a un truc particulier avec les champignons. Contrairement à la plupart des molécules psychoactives qu'on peut retrouver de façon plus standard, qui sont en poudre ou en liquide, les champignons, ils ont la particularité que dans les études que j'ai lues, généralement, quand on veut stocker un produit au mieux, on le met le plus froid possible, parce que le froid réduit l'agitation des molécules, et donc il y a moins de risques
qu'il y ait des réactions chimiques qui se passent, et bah, le but, si c'est de conserver, c'est qu'il n'y ait pas de réaction chimique ni avec l'oxygène, ni avec d'autres composés. Normalement, il faut aussi freiner l'activité des enzymes, et pour ça, le froid, ça marche bien. Comme je vous avais parlé là justement de PsyP et PsyL, on y revient un petit peu. Il n'y a pas que celle-là, hein, mais comme exemple, voilà, typiquement, c'est ce genre d'enzyme qu'on aimerait essayer d'inhiber. Donc normalement, le froid fonctionne bien pour stocker des composés. Maintenant, dans une étude que j'ai vue qui comparait du coup la conservation à stockage à température ambiante versus stockage au frigo versus stockage au congélateur, apparemment, il y a plus de destruction de principes actifs quand les champignons sont stockés au congélateur par rapport au frigo ou par rapport à la température ambiante. Frigo, il y a une petite amélioration par rapport à la température ambiante, mais globalement, voilà. Du coup, le congélateur, en fait, est à éviter. Dans l'étude, il semble dire que c'est les changements de température qui sont mauvais pour la psilocybine et que ça augmente fortement la dégradation. Les mécanismes ne sont pas extrêmement compris, mais en tout cas, clairement, il y a un effet négatif de la conservation au congélateur. On ne sait pas trop comment ça marche, mais en tout cas, c'est pas une bonne idée de les mettre au congélo. Après, la perte est pas énorme, hein, mais si vous voulez essayer d'en tirer un maximum, c'est pas optimal le congélateur. Plutôt frigo du coup, ou l'air ambiant généralement, ça va aussi. Par contre, pour le reste, c'est pareil que les autres molécules, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'éviter un maximum l'humidité. Donc ça veut aussi dire bien sécher les champignons. Éviter bien sûr les dessicateurs à température trop élevée, parce qu'il peut y avoir une dégradation relativement importante aussi à haute température. Donc les sécher, mais à l'air libre le mieux possible. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre un dessicant avec aussi pour réduire d'ailleurs l'humidité. Et aussi, ce qui est important, c'est par rapport à la lumière. Donc c'est aussi un facteur qu'il faut éliminer, donc soit avec du papier d'aluminium autour pour réfléchir la lumière, soit vraiment avoir une boîte ou un récipient bien opaque qui absorbe les UV ou qui les reflète, voilà, pour éviter, parce que la lumière aussi augmente l'oxydation et aussi la destruction de certains composés qui sont voilà. Donc c'est les trois facteurs importants. Donc la température, on a dit pas trop faible, donc pas le congélo, mais frigo, température ambiante. Éviter aussi du coup l'humidité. Et éviter aussi la lumière. Après voilà, il y a aussi moyen de, si vous avez de quoi mettre sous vide, c'est toujours une bonne idée, parce que l'oxygène aussi c'est important, ça participe beaucoup à la dégradation, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est tout à fait possible aussi de les mettre sous vide si vous avez moyen de le faire, ça va améliorer la durée de conservation. Voilà. Il y a encore une question, fumer ou sniffer les champignons apporte-t-il une expérience différente de l'ingestion ? Je suis pas trop passé par les voies d'administration parce qu'effectivement généralement ils sont toujours pris à l'oral les champignons, et c'est qu'il y a une relativement bonne raison, c'est que comme je disais et comme on a vu avant, ce qui est important c'est que la psilocybine est pas active en soi et qu'il faut une préactivation par un acide. C'est aussi possible de le faire dans le sang, mais c'est un procédé qui sera beaucoup plus lent que ça se fasse dans le sang, plutôt que de directement le mettre dans un milieu très acide comme l'estomac et que du coup la réaction se fasse rapidement, parce que le milieu est quand même très acide. Voilà, il y a des enzymes justement comme je disais qui sont capables de le faire dans le sang, mais c'est pas très rapide. Donc c'est pour ça que c'est pas spécialement utilisé par d'autres voies d'administration que l'oral, parce que l'oral a l'avantage quand même assez flagrant que juste après avoir ingéré le champignon, il tombe dans un bol d'acidité, et du coup l'effet prodrogue fonctionne, c'est-à-dire que la psilocybine devient de la psilocine et est activée. Avec les autres voies d'administration, on n'a pas trop cet effet, donc c'est pas pour autant que la molécule est complètement perdue, mais par rapport au sniff du coup, comme tu demandais, déjà c'est des quantités relativement conséquentes, donc c'est quand même généralement au moins 1 gramme de matière sèche à broyer aussi, et puis les champignons broyés, voilà, même en faisant de la poudre ça colle un peu, etc. Puis il n'y a pas une bonne surface d'absorption si on prend des grosses quantités. Je pense que le doux doit être assez affreux aussi dans le nez, donc ça se fait pas trop. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que les effets seraient vraiment minimisés à cause de justement le fait que ça passe pas par l'estomac. Voilà, c'est possible de le faire avec des tryptamines par contre, des dérivés de tryptamine, comme j'ai parlé du 4-HOMET, mais il y a plein d'autres dérivés de tryptamine, et du coup là ils sont en poudre déjà, donc c'est des petites quantités, c'est de l'ordre de 20-30 mg voire moins pour certaines. Si vous voulez essayer, renseignez-vous au niveau des dosages, donc faites attention. Et puis du coup là ouais, c'est possible de les prendre en sniff, mais généralement c'est pas des formes justement avec un PO4, donc pas comme la psilocybine, mais plutôt qui ressemblent à la psilocine, c'est-à-dire qu'ils sont déjà actifs et qu'ils n'ont pas besoin de bioactivation par l'estomac, pour la plupart. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas sniffés, et par rapport au fait de les fumer aussi, c'est juste que je l'ai dit avant, c'est la psilocybine et même la psilocine aussi sont des molécules qui sont quand même assez sensibles à la chaleur. Du coup en les fumant ça les détruit rapidement, ça les oxyde, et du coup il n'y a pas vraiment moyen de récupérer
les principes actifs dans la fumée. Donc c'est pas top. Dernière question, du coup, la kétiapine peut-elle être utilisée comme trip killer et est-ce qu'ils agissent pareil que les benzos, donc pareil que les benzodiazépines, style Xanax, diazépam, etc. Par rapport à l'effet trip killer de la kétiapine, alors oui, bon, déjà pour ceux qui ne savent pas, la kétiapine c'est un neuroleptique et c'est utilisé typiquement pour les problèmes de bipolarité, mais aussi d'insomnie et aussi pour pas mal de maladies psychiatriques du genre schizophrénie. Oui, ça peut être utilisé, c'est possible, ça fonctionnera même plutôt bien. Mais par contre, il y a. Parce qu'en fait, c'est un antagoniste direct 5-HT2A, la kétiapine, voilà, avec d'autres effets aussi. Mais du coup, ça va vraiment bloquer à la source l'effet des hallucinogènes, la plupart. Donc, oui, ça peut être utilisé comme trip killer. Le gros drawback, donc le gros problème qu'il y a avec l'utilisation de neuroleptiques par rapport à des benzos pour faire du trip kill, donc pour arrêter les effets des champignons, c'est qu'ils ont une marge de sécurité qui est beaucoup plus faible que des benzodiazépines. Donc il faut vraiment faire ultra attention et franchement il y a aussi des risques importants de syndrome neuroleptique malin qui peut être mortel. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et surtout une personne qui est en plein trip, je lui décommanderais fortement, voilà, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est vraiment dangereux d'utiliser des neuroleptiques, surtout une personne qui n'est pas habituée. Et du coup, il faut aussi se dire que d'ailleurs, les ambulanciers utilisent des benzodiazépines et pas des neuroleptiques. Voilà. Parce que aussi, il peut y avoir des interactions avec d'autres traitements. On ne sait pas toujours ce que la personne a pris ou bien ce qu'elle prend, même si elle a un traitement anxiolytique à côté ou je sais pas. Voilà. Il peut y avoir des interactions avec d'autres traitements, alors que les benzos, beaucoup moins déjà. Et surtout, si on les surdose ou si la personne est très sensible, il n'y a pas trop de risques. Généralement, elle va juste blackout et tomber dans les pommes. Je signale quand même que c'est des molécules à utiliser en extrême urgence et que normalement c'est pas administré à quelqu'un, voilà, à moins que vous soyez médecin vous-même. Et généralement vous contentez d'appeler les urgences, c'est mieux. Après dans certaines situations je sais que c'est pas possible, mais du coup voilà, dans ce genre de cas les benzos sont clairement préférables à des neuroleptiques. Ils ont un effet un petit peu moins puissant par rapport à l'annulation des effets hallucinogènes, mais ils ont aussi un effet anxiolytique qui peut être intéressant et ils ont une marge de sécurité beaucoup plus large. Pas pour autant qu'il faut en abuser, bien sûr, mais c'est beaucoup plus pratique à utiliser pour une personne qui est sous hallucinogène et qu'on a peut-être un petit peu plus de peine à contrôler et dont on connaît pas trop les traitements, les habitudes, etc. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour des questions et qu'on a pu répondre à tout ce qu'il fallait. Donc voilà, une prochaine j'espère pour une autre conférence. Et puis merci à tous pour vos questions et votre participation. C'était cool, on avait beaucoup de monde. Du coup... très bonne soirée à tous.